Bien, je voudrais d'abord vous saluer tous, saluer les amis du château qui, exposition après exposition, sont fidèles, au poste, c'est-à-dire à la visite, bien entendu, mais aussi, à l'enrichissement des collections. Et on a pu voir, hier, en découvrant ensemble cette exposition, arriver à son à son installation, au bout de son installation, on a pu voir que nombreuses étaient finalement les pièces qui, provenaient de dons des amis du château au musée national. Hein, c'est un point sur lequel il faut insister inlassablement, puisque justement, inlassablement, les amis du château continuent de participer à l'enrichissement et donc aussi, à travers des collections qui souvent sont des collections graphiques, hein, dessins, estampes, photographies, bibliothèques, des collections qui, concourent à la connaissance, à la meilleure connaissance du site. Et nous avons pu nous rendre compte de façon très concrète, Rachel Bousta, Claude Mangès-Mironneau et moi-même, combien cette connaissance, du monument était, une conquête, hein, une conquête. Je fais allusion au titre un peu martial de cette conférence, mais c'est que c'est une conquête, pas à pas, hein, pas à pas, échantillon après échantillon, comparaison après comparaison et source après source. Donc nous vous invitons ce soir, à une cantate, à 3 voix et chœur, puisque vous êtes invités à participer, sur ce thème précisément de la reconquête d'une histoire qui est celle de la restauration du château au XIXe siècle. Un petit bout du XXe, et ce petit bout du XXe va nous entraîner encore vers ce qui s'est passé au siècle récemment passé et ce que nous essayons de faire aujourd'hui. C'est là, je pense aussi, que vos efforts sont couronnés de succès, c'est-à-dire que nous envisageons avec réflexion, avec concentration, la suite des opérations, mais au moins nous les envisageons de façon informée, c'est-à-dire informée de ce que nous pouvons faire, de ce que nous savons, mais aussi de ce que nous ne savons pas, et donc sur quoi il faut être prudent. Hein, prudent, comme ne l'ont pas toujours été certains architectes, hein, et comme ne le sont toujours pas parfois certains architectes. Nous avons la chance d'avoir un architecte en chef extrêmement prudent et scrupuleux. Et de ce côté-là, architecte en chef et conservateur de musée, nous nous entendons. Alors, je voudrais en quelques étapes rappeler un petit peu comment s'organise l'exposition, mais le meilleur moyen de le savoir, c'est bien entendu de la visiter. Mais enfin, puisque nous sommes ici pour parler un petit peu de l'arrière-scène, hein, de ce dispositif, eh bien, vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette présentation et quels sont aussi les points de repère sur lesquels nous pouvons nous appuyer ou au contraire qu'il faut remettre en question, il faut redéfinir, reconsidérer, pardon. Ensuite, Claude nous présentera quelques pièces de l'exposition, plus précisément en rapport direct avec le dessin et la pratique du dessin, avec également le regard porté sur le dessin d'architecte, hein, et la distinction qu'il faut parfois faire entre le dessin d'architecte et le dessin qui regarde et interprète l'architecture, mais aussi sur finalement la richesse d'un genre, hein, d'un genre à part entière qui, depuis la fin du XXe siècle, justement, a reconquis à travers quelques belles expositions. La nôtre est, je dirais, la petite sœur de province de ces belles expositions parisiennes, a retrouvé donc ses lettres de noblesse et toute sa place dans une histoire de l'art et du goût à part entière. Et puis en troisième volet, le troisième volet de cette conférence aura trait à
nous entraînera au vif, hein, de la recherche de solutions de restauration, jadis et naguère, et la vie précisément de ces restaurations, comment elles ont évolué au cours du temps, par quelles méthodes elles se sont diffusées, elles ont été rendues efficaces, et comment les hommes de l'art, hein, et les hommes de peine parfois les ont vécues, hein, dans ce monde des chantiers. Hein. Beaucoup de choses ont été élaborées sur ces chantiers, et il s'est passé aussi beaucoup de choses. C'est l'inventivité, c'est les efforts, parfois la sueur aussi, des personnes qui a fait ou refait ce monument. Et ceci, Rachel Bousta nous l'expliquera à travers un certain nombre de documents dont beaucoup, je crois, ne sont pas présentés spécialement dans l'exposition, parce que nous ne pouvions pas tout faire, ou tout au moins, donc peut-être l'assaut n'est pas fini, nous avons décidé de ne pas tout faire à la fois, et précisément d'en réserver un peu et même beaucoup pour de possibles futures présentations qui, au cours des années de chantier, permettraient aussi de compléter cette connaissance sous différents points de vue. Alors moi, je voudrais simplement vous rappeler pour commencer que le problème de la restauration du château, je dirais dans un premier temps de son délabrement, de son état supposé de délabrement au début du 19e siècle, puis la restauration et ce qu'elle suppose de, appelons ça, c'est la réalité des démolitions, mais enfin, il s'agit aussi de déconstruction et de reconstruction. C'était plus exactement cela, l'ambition. Cet enjeu de lisibilité est très présent dans les sources que nous manipulons. Alors, ce sont des sources figurées, et même j'ai toujours un peu le palais qui m'écorche quand je parle de sources figurées, parce que ce ne sont pas seulement des documents, ce sont des sources artistiques. Hein. Vous avez ici, et vous aurez encore mieux dans l'exposition, une petite peinture dont nous avons d'ailleurs deux versions au château, qui est œuvre de Justin Ouvrier, très bel artiste du paysage au 19e siècle, qui, comme beaucoup d'autres, a fréquenté Pau. Donc, ils se sont rencontrés, les expériences artistiques s'échangeaient, et en particulier tout un courant très, très présent dans la production sur place à Pau a pris en compte les données du paysage, les données du pittoresque, et se sont arrêtés, beaucoup d'artistes se sont arrêtés à cette position face au monument. Hein, mais c'est une position où le paysage a tendance à prendre possession de l'architecture, et plus précisément de la ruine. Et ici, en 1845, nous sommes devant un ensemble qui paraît très éprouvé par l'histoire, alors qu'en réalité, hein, dans la réalité historique, certes, la cour d'honneur a été encore peu touchée par les restaurations, mais enfin, nous sommes en une grande transformation, et nous sommes au cœur d'un chantier de restauration qui a commencé en 1838. On peut poser quelques jalons. L'un est important du point de vue aussi de l'histoire de la ville, c'est la venue du duc de Montpensier dans l'été 1843, avec l'inauguration de la statue d'Henri IV sur la place Royale, statue que vous connaissez bien, statue de Hadji. Et cette inauguration a été complétée par une visite, un bal au château, et l'inauguration de la chapelle en présence de l'évêque de Bayonne. Hein, et l'homélie de l'évêque de Bayonne est à ce titre un sommet de la littérature de flagornerie à l'égard des Orléans. Il mérite d'être lu. Mais ce n'est pas notre sujet. Nous nous rapprochons des bâtiments. L'interprétation de Justin Ouvrier fait suite finalement à toute une série de témoignages dessinés, gravés ou écrits, qui s'interrogent précisément sur la lisibilité de cet ensemble très composite. En vis-à-vis, eh bien, la cour d'honneur, une fois restaurée, dans l'ouvrage de Paul Perret, qui, dans les années 1880, est illustré par Sardou,
hein. C'est l'illustrateur qui est particulièrement, expert, en termes de littérature, du patrimoine. Eugène Sadaou, qui a travaillé pour beaucoup d'ouvrages, hein, en particulier, des ouvrages sur l'archéologie de la Tunisie ou, encore d'autres ouvrages consacrés au patrimoine. La Franche-Comté de Bouchot, en particulier, qui est un véritable classique régional, a été illustré par Sadaou, puis des ouvrages sur, l'architecture, sur l'art de la Renaissance, et on sait que cet illustrateur était très proche des auteurs. Bien, ici, on a une interprétation de la cour d'honneur qui est à la fois très exacte, avec, les fenêtres telles qu'elles ont été, terminées, par, Auguste Lafolly, mais il y a, le souvenir en quelque sorte de cette usure, hein, de cette patine du temps qui ne correspondent pas forcément exactement à ce que l'on pouvait voir de façon purement visuelle, sur place. Et dans le même temps, l'auteur, qui est Paul Perret, s'interroge sur ce qu'est devenu le château. Est-il encore lisible? Et il reprend à son compte l'idée qui avait déjà été suggérée par Auguste Lafolly dans son propre ouvrage en 1882, donc dans ces mêmes années. Henri IV, s'il revenait au château de Pau, aurait du mal à reconnaître sa chambre, hein. Donc vous voyez une certaine, perte de sens qui menace et dont on a conscience après, les expériences du 19e siècle. Dans le même ouvrage, je reviens un petit peu sur cette, gravure parce qu'elle est très intéressante. Elle est faite, d'après un dessin du fond, enfin de la collection privée du conseiller Bacle de la Grèze. Le conseiller Bacle de la Grèze qui est l'expression même des notabilités paloises tout au long du 19e siècle, a écrit plusieurs guides. Ce sont des guides touristiques avant la lettre, en réalité très rédigés, très copieux en souvenirs historiques, en considérations de toute nature. Et il avait lui-même une collection, et en particulier cette vue du château qui fait découvrir ce qui se passe au pied du château du côté sud-ouest. Et récemment, les amis du château nous ont offert un dessin qui a été vendu à Bordeaux il y a quelques années, un dessin qui est daté de 1817. Nous n'arrivions pas à lire la signature, qui n'est pas vraiment une signature, et en fait, il semble bien que ce dessin est à mettre en rapport avec celui qui se trouvait dans la collection du conseiller Bacle de la Grèze et qui a été interprété et réinterprété par la gravure. Donc un certain attachement au passé, certains retours au passé à la fin du 19e siècle pour essayer de rendre à ces monuments leur statut ou de leur donner leur statut naissant de monuments historiques à part entière et non plus seulement de monuments national chargés d'exprimer une idée. Lisibilité aussi, problème de lisibilité ou recherche de lisibilité plutôt, qui est celle d'un personnage intimement lié au château, Pierre Saget, qui a été concierge du château pendant la Restauration et qui, au début de la monarchie de Juillet, a essayé de classer un petit peu ses idées, d'ordonner les données historiques en fonction de ce que l'on pouvait retrouver dans le bâti et dans la visite du château. Et son double travail, hein, de construction d'une maquette de bois peint et de rédaction d'un premier livret de visite témoigne de cette recherche d'une recherche de sens, hein, et d'une recherche historique qui met en rapport les données archéologiques. Pierre Saget, que Viollet-le-Duc a rencontré tout jeune au cours d'un voyage dans les Pyrénées, et le jeune Viollet-le-Duc fait un éloge très appuyé de Pierre Saget. C'est un esprit très clair, hein, à la différence d'autres rédacteurs, d'autres auteurs qui sont beaucoup plus confus, beaucoup plus nébuleux, beaucoup plus abondants. Pierre Saget, lui, va droit aux données archéologiques et donc sa notice peut connaître aujourd'hui un véritable intérêt dans nos recherches autres que interprétatives. Alors,
la première approche de ce monument, la première explication pour rendre compte de ces importantes transformations, c'est précisément l'impératif politique, hein, en tout cas la poussée du pouvoir politique, l'impulsion du pouvoir politique. En 1808, Napoléon Ier visite le château de Pau et découvre un ensemble extrêmement dégradé, hein, beaucoup de locaux, le donjon et une grande partie de l'aile de la chancellerie abritent des prisons. Et l'urgence est d'abord de délocaliser les prisons de ce lieu prestigieux et de lui redonner, hein, son lustre. C'est-à-dire non seulement son lustre, mais aussi le statut qui doit être le sien, c'est-à-dire un statut qui est celui d'avoir donné naissance, d'avoir abrité la naissance d'une gloire nationale, hein. Cette idée de gloire nationale est très importante. Elle vous explique, hein, là dans une version un peu plus tardive, mais on va s'en expliquer, elle explique le caractère extrêmement solennel et grandiose de cette façade est, telle que l'avait rêvé un architecte, un jeune architecte de grand talent, Pierre Famin, qui a été désigné par le gouvernement impérial pour dresser des plans et proposer un premier travail, un premier projet de restauration. Ce travail était très ambitieux, comme vous pouvez le voir, puisqu'il supposait, on ne va pas tellement s'arrêter sur ces aspects-là qui sont plus visibles certainement dans l'exposition, il supposait la destruction complète du donjon de briques de Gaston Phébus, avec d'ailleurs réutilisation de la brique, en particulier pour les parties à remplir de la colonnade qui donc réunissait les deux pavillons qui venaient se substituer d'une part au donjon de Gaston Phébus et d'autre part à l'aile désormais détruite de la chancellerie et tout ce qui se trouvait jusque à la tour Montauset. Ce projet en 1808 est beaucoup trop coûteux, donc il est ajourné, il est reporté. Il revient en 1820 parce que Famin est proche du pouvoir impérial, mais bientôt il se retrouve proche des gouvernements de la Restauration. En 1820, il réduit un petit peu la voilure. On est quand même à 800 000 francs de l'époque. Donc, la prudence règne dans les finances de Louis XVIII et le projet est de nouveau reporté. Et puis, en 1823, grande agitation à Pau, la duchesse d'Angoulême est en voyage et en visite en Béarn. Elle se promène en Béarn, elle va visiter et elle fait racheter la maison de la nourrice, la maison Lascensa de la nourrice d'Henri IV, hein, au profit des descendants. Et cette scène est immortalisée par un très beau tableau de Fragonard fils. Et puis, elle vient au château et là, ça se passe beaucoup moins bien puisqu'elle constate que le château est dans un état souvent critique par endroits et elle s'étonne qu'on fasse si peu pour ce monument insigne. Et donc, les responsables du site en prennent pour leur grade, comme il arrive de temps en temps, une fois par siècle, dans les années 20, ça peut toujours arriver. Donc, on s'agite, hein, on s'agite beaucoup. Ça aussi, c'est une des caractéristiques parfois du pouvoir central. Et on dépêche de nouveau, devinez qui, Pierre Famin, pour proposer un projet qui, devinez encore, se rapproche étonnamment des deux projets précédents et en veut toujours à la tour Gaston Phébus. Ce tant et si bien que pour convaincre davantage, Famin réduit encore un petit peu la voilure de 100 000 francs de l'époque, ce qui est énorme. On n'est plus qu'à 700 000 €, bien au-delà de ce que la Restauration peut et désire faire pour le château de Pau. Donc on laisse tomber une fois de plus le projet, mais ce qui subsiste, c'est un mémoire
qui est tout à fait intéressant de relire. Et puis, un album, un grand, magnifique album de dessins qui illustre les intentions de l'auteur. Et c'est cet album qui est présenté, j'allais dire, au cœur de l'exposition, dans la salle des officiers de service, parce que une fois le projet renvoyé aux oubliettes, il passe de service en service, de la maison du roi à d'autres services. Il se retrouve beaucoup plus tard au Mobilier National, à la Bibliothèque du Mobilier National, qui en 1928, un an après la date à laquelle le château est devenu bel et bien un musée national, l'envoie en dépôt, pensé aussi que pour s'en débarrasser, mais avec l'idée charitable que sur place, on pourra en faire son profit, ce qui d'ailleurs a été le cas. Il ne lui manque aujourd'hui, vous le verrez, hein, à l'état de la reliure en particulier, qu'une solide restauration que nous nous proposons bientôt d'entreprendre en accord avec le déposant. Ce projet, on en parlera tout à l'heure, mais il est marqué par la formation même de Famin. On voit qu'il est très lié à l'actualité politique, mais très lié dans un sens qui lui a plutôt finalement été défavorable. Mais il se veut l'exaltation des personnalités, des figures de l'histoire qui ont fait le château de Pau. Et pour cela, il prend pour modèle davantage encore que l'architecture française, l'architecture des palais et des villas de Toscane que l'auteur Pierre Famin, avec un collègue, disons un collègue qui a rencontré à Rome, Grandjean de Montigny, a consacré à la découverte et à la description de ces palais. On voit ici un accès qui est tout à fait comparable à ceux de certaines villas médicéennes. Hein, je citais hier Appoggio a Caiano, qui a cette ouverture en quelque sorte sur une ville qui est bel et bien visée par le projet de Famin, parce que selon lui, ce sera la prochaine étape pour aborder la restauration de la ville de Pau. Alors, très rapidement, notre exposition s'intéresse, mais de façon un petit peu à saute-mouton, si je puis dire, aux différents régimes, notamment de la monarchie constitutionnelle au XIXe siècle, hein, qu'elle soit sous les Bourbons restaurés, sous les Bourbons nouvelle façon avec Louis-Philippe ou avec l'Empire. Hein, et notamment une inflexion au temps de l'Empire où finalement l'enjeu n'est pas tant dynastique que mondain. Hein, c'est un enjeu de communication au fond. La ville est devenue une ville chic et désormais il importe d'ouvrir le château sur la ville. Ça, c'est une des données qui est rappelée en particulier, je les en remercie, par Rachel et par Clémentine Pérez-Sapia dans leur contribution au catalogue, qui fait bien le lien avec les enjeux architecturaux de la ville à la même époque. Et puis, enjeu aussi qui varie beaucoup, parce que là, nous arrivons à la fin de la période, au début du XXe siècle, on est en 1911, et lorsque deux jeunes architectes leur prend l'idée de présenter au Salon, dans sa section architecture en 1911, des relevés, des vues du château de Pau, eh bien, c'est dans le contexte du développement d'un tourisme, en particulier d'un tourisme des stations balnéaire et de montagne, hein, qui d'ailleurs tient à ses organes, ses revues, et qui font allusion à ce travail. Et certainement, le travail a été plus agréable à une clientèle, notamment une clientèle britannique encore ou américaine, encore très présente à Pau, que, par exemple, aux professeurs de l'École nationale des beaux-arts, qui sont pris dans de nouvelles réflexions, en particulier sur la nouvelle monumentalité
appliquée aux monuments historiques et à leur restauration. Là encore, finalement, un mouvement qui nous rapproche certainement de Famin, que nous avons vu tout à l'heure, et qui nous éloigne d'un autre mouvement qui était peut-être celui de la vue de Justin Ouvrier, hein, par laquelle nous commencions, qui est davantage un mouvement orienté vers le pittoresque et le paysage. Voilà, une autre approche que nous avons voulu marquer est celle de la figure de l'architecte, hein. C'est une figure non seulement notable et notoire, mais une figure mémorielle, hein, une figure qui vise, ambitionne de marquer le temps. On le voit très bien dans cette position même de l'architecte Vincent Latapie, qui était un peu le régional de l'étape, qui était un peu celui qui, sur place, assurait le continuum des restaurations de ses collègues et camarades parisiens. Je dis camarades parce que lui-même avait eu une formation très académique, hein, et était pleinement architecte de la couronne. Et puis, une petite allusion à l'un des derniers architectes, Henri Gess, dont vous verrez d'ailleurs en vous promenant à Pau beaucoup de maisons et d'immeubles qui sont signés ou pas signés, mais dont il est l'auteur. Voilà. L'approche donc politique, historique, l'approche également d'un milieu et de sa culture, hein, qui est un élément très important. Vous lirez dans le catalogue la contribution de notre architecte des monuments historiques, Stéphane Thoin, et elle est particulièrement intéressante parce qu'il insiste sur ces données de culture et de formation des architectes qui l'ont précédé. Et c'est tout à fait éclairant pour comprendre la façon dont ils ont travaillé, tout en ménageant, hein, les données de l'attractivité du paysage et du tourisme, ou encore les données politiques qui étaient bel et bien présentes dans la commande. Et ensuite, dans le cours de notre exposition, nous abordons les différentes orientations du dessin, hein, puisque notre clé de lecture se fait à travers le dessin. Et ici, le dessin d'architecture prend toute sa place, mais il côtoie aussi d'autres formes de dessin, d'autres typologies d'auteurs ou d'ambitions artistiques. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Claude. Alors, je prends la suite rapidement. Donc, une autre approche, mais peut-être essentielle à cette exposition, c'est-à-dire cette confrontation ou cette juxtaposition, Paul vous l'a dit, Rachel vous le redira, du dessin d'architecture et du dessin d'artiste. Et je voulais juste vous donner une citation de Claude Mignot, qui est en charge des rencontres internationales du Salon de dessin. Donc Claude Mignot souligne: document ou monument au sujet du dessin d'architecture, la rime plaisante entre les deux mots pointe les deux faces du dessin d'architecture, très griffonné sur une enveloppe dans l'impatience de la première invention ou dessin de l'édifice achevé, finit jusqu'à l'hyperréalisme, document aride ou fulgurance graphique. Le dessin d'architecte documente le chemin de la création, mais il est aussi le miroir autobiographique de l'architecte. Il peut être du côté de la délectation pure, tracer le portrait de monuments antiques et modernes, voire ruines informes ou médiocres bâtisses. Document ou monument, le dessin d'architecture oscille entre ces deux pôles et vice-versa, car le dessin document peut devenir, par la ferveur du collectionneur ou du conservateur, monument graphique pour cabinet privé ou musée public. Et en fait, dans cette découverte, alors je m'échappe du dessin d'architecture, mais dans cette découverte du fond,
avec Rachel et Paul, et ces dessins d'architectes qui n'étaient que des documents de travail, pas mal conservés, mais conservés en documentation, donc peu regardés comme des œuvres d'artistes. Par cette exposition, je me suis rendu compte qu'il y avait un regard très artistique de l'architecte, et une intervention aussi artistique par des introductions du paysage. Et en cela, on a ce plan attribué à la Folie, qui représente la façade nord de l'aile sud du château. Et vous remarquez le pic du Midi d'Ossau, cette introduction du paysage que l'on voit rarement quand même sous le porche. Sous le porche, ici. Voilà. Sous le porche. Donc, c'est une vue que nous avons tout le temps, hein. Et lui va la signaler. Ce qui était intéressant, c'est un des derniers architectes on va dire, de la reconstruction du 19e pour le château. Il est peut-être moins pharaonique, il est certainement moins pharaonique que Famin ou ceux qui le précèdent. Il va rester, Rachel en parlera, ou on vous en reparlera pendant nos visites de l'exposition. Ce sera plus un architecte plus proche de la conservation que les précédents, qui avaient d'autres ambitions, beaucoup plus démesurées. Et lui, quand même, va introduire ce paysage, ce qui est j'ai trouvé assez étonnant, assez rare dans ces dessins d'architectes qui sont très, très mathématiques, très scientifiques, très, très rigoureux, et avec des effets aussi, vous le voyez, il y a des effets d'ombre portée assez extraordinaires. Mais là, tout d'un coup, on a un bout de gouache qui nous fait rêver et qui nous situe le château à nouveau dans ce sur fond de paysage, qui nous le met à la frontière, qui nous le pose face aux montagnes. Il y a ce jeu toujours de dialogue entre les montagnes et le château de Pau. Vous devez vous rappeler certainement de l'exposition Château sur fond paysage, où on traitait des abords et surtout des montagnes et de la perception du château depuis les montagnes, etc. Là, nous avons pris plutôt le monument, les dessins du monument, et il est vrai que on a peu de vues de ces montagnes, et tout d'un coup, le pic d'Ossau, qui est le mont mythique pour les Palois et pour cette chaîne, et là, il est assez présent. Donc, je ne me lance pas dans l'explication architecturale. Je vais rester sur plutôt l'analyse des dessins. Bon, là, vous avez celui-ci, je crois qu'il est aussi sur papier calque. Alors, le dessin d'architecture connaît un regain dans les années 90, en même temps que le 19e connaît un regain pour les historiens de l'art et les historiens de l'architecture. Donc, on va avoir beaucoup de colloques sur le dessin d'architecture, sur les supports, etc. Et donc, c'est ce que dit Claude Mignot. C'est vrai que c'est grâce aux collectionneurs privés ou aux conservateurs que l'on peut en faire, que ce dessin peut devenir une œuvre d'art. Déjà, il est une œuvre parce qu'il est dans une collection nationale, donc il est déjà une œuvre d'art, mais il va prendre totalement sa dimension à ce moment-là, et cette exposition permet aussi de continuer ce processus. Donc là, il est traité sur donc calque vélin ou vélin chine, et puis collé sur un papier. Vous verrez à l'exposition que les papiers sont un peu insolés, ont souffert. Donc on voit que c'est des dessins qui ont servi, ce qui est intéressant. Donc, attribué à la Folie, celui-ci. Ensuite, vous avez la planche. La Folie va réaliser aussi un mémoire, et on aura
un livret gravé, donc avec énormément ses travaux et ses projets, avec, vous voyez, là aussi, ces médaillons que l'on retrouve, ces culs de lampe. Vous retrouvez la planche, la vue du façade nord de l'aile sud, et vous apercevez toujours le monde plus stylisé dans cette gravure. Je vais rapidement. Et alors, donc, ce qui était intéressant, c'était de faire discuter, dialoguer ces dessins d'architecture avec les dessins d'artistes, les dessins d'amateurs et les dessins d'architectes qui vont comme Charles Vassereau, qui vont le dessiner et l'aborder, euh, non pas comme un projet scientifique, un projet architectural, mais comme un projet, comme un essai artistique. Alors celui-ci est tout à fait étonnant, c'est un dessin d'amateur de Mademoiselle Vergès. On ne connaît rien sur cette artiste, cette amatrice, et elle propose un château hérissé de tours, très fantastique. On retrouve tous les ingrédients, vous voyez, les petits personnages qui viennent animer ces dessins du début du 19e siècle. Alors celui-ci, il est plutôt de 1795-94. Vous remarquez les bornes, la clôture du château, que l'on retrouve dans certains plans, il me semble. Hein, il me semble aussi, je regarde Rachel parce que j'ai les mains. Oui, elle est dans la boîte suivante. Donc, j'y vais. Voilà, voilà. Cette jolie petite boîte, qui est une très belle acquisition. Alors, elle a une signature. On a pensé que c'était d'un certain Pernod, mais non, c'est pas de Pernod. C'est un autre artiste. Il faudrait totalement la démonter pour essayer de lire cette signature. Donc cette boîte à bijoux cerclée d'or représente la façade nord avec l'aile de la chancellerie qui vient fermer totalement le château et qui est animée d'une petite scène de chasse. On retrouve, vous savez, elle est empreinte de la peinture troubadour, du goût de l'historicisme, du goût aussi du revival, hein, qui est de la grande époque dans ce début du 19e siècle, où on a tous les personnages types, l'Ossaloise, les chasseurs en habits néo-renaissance, ce goût des néo-styles qui va parcourir tout ce 19e siècle, tous j'allais dire, les genres artistiques, de l'orfèvrerie en passant par les objets d'art, en passant par la peinture, et on peut dire aussi en passant par l'architecture et le château de Pau, les projets d'architecture du château de Pau et ce que l'on a pu réaliser au château de Pau avec les derniers comme La Folie. On a ce sentiment des néo-styles à l'intérieur, à l'extérieur, de ce goût du revival qui va véritablement faire vibrer le 19e siècle. Donc c'est une très jolie boîte, elle est dans les anciennes cuisines, dans une petite vitrine, très intéressante à regarder. Et j'ai terminé, je suis allée rapidement. Je laisse la place à Rachel qui va vous passionner pour le château. Comme l'a dit Paul et Claude, l'ouvrage de Famin qui est ouvert sur ce fameux projet de façade orientale dans cette grande vitrine centrale située dans la salle des officiers recèle de nombreuses planches. Pas beaucoup, mais quand même plus d'une trentaine. Et donc, Paul vous l'a expliqué, il est en très mauvais état. Les photos que vous allez voir ne sont pas forcément très bien cadrées, vous m'excuserez. On y voit toutes les phases de son projet, les plans, les élévations, mais il commence son ouvrage avec un relevé de l'état du château. Donc nous avons les plans actuels des différents niveaux, ainsi que chacune des façades. Et Paul vous expliquait que cet ouvrage de Pierre-Auguste Famin
était très important pour tous les architectes qui l'ont succédé, qui se sont inspirés de son projet d'ouverture, de démolition de l'aile de la Chancellerie, d'ouverture vers la ville. Mais c'est également un ouvrage qui a été utile aux architectes pour travailler leur plan de transformation intérieure. Et c'est un ouvrage qui est également aujourd'hui encore utilisé quasi quotidiennement par donc le service dont je m'occupe, le service travaux. Dès que nous devons mener le moindre travaux, que ce soit de restauration, de réparation, d'entretien, se référer à cet ouvrage est toujours une source d'information que l'on va savoir, que l'on sait précise. Donc, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Ça commence ensuite, après cette première couverture que je vous ai montrée, par une vision globale du site. Je trouve toujours très intéressant de prendre un peu de hauteur et de réaliser que le château, ce n'est pas que le château. Le château, c'est également le site sur lequel il est ancré. Aujourd'hui, on a un territoire qui relève de l'autorité du domaine, qui est équivalent à 23 hectares. Je ne saurais vous dire avec grande précision quelle était sa surface, mais je pense qu'on peut allègrement lui rajouter 15 hectares de plus, et donc qui s'étendait depuis notre enceinte actuelle, la première enceinte autour du château, la grande langue du parc boisé, et la grande haute plante que l'on voit là. On reconnaît aujourd'hui le motif de la place Verdun. Est-ce que vous voyez la souris? Oui. Donc aujourd'hui, l'encombrement de la place Verdun, c'est celui-ci. On notera qu'on a conservé la disposition et les circulations actuelles, au final, s'inspirent des circulations anciennes. Et là se partagent le cimetière, la première partie du cimetière, ainsi que la caserne Bernadotte. Voilà, c'était également pour vous montrer que Famin n'avait pas les yeux rivés uniquement sur le monument, le château en tant que tel, mais sur l'intégralité du site. On arrive donc dans ces fameux relevés de l'état actuel, donc c'était l'existant quand Famin réalise ça. Heu donc pour vous rappeler pour mémoire, hier ou aujourd'hui ou bientôt, l'exposition se tient dans ces 3 salles. La première, là, le vestibule, puis les cuisines et ensuite la salle des officiers. Vous remarquez déjà que, il n'y avait aucune communication intérieure. Il fallait toujours passer par la cour pour ensuite pour rentrer dans chacun des espaces. Donc ça donne aussi une idée, des transformations qui ont été réalisées dans les espaces intérieurs par les différents architectes en fonction des différentes campagnes de travaux. On parlait donc des élévations, celle-ci est très intéressante. Vous avez vu, Claude vous a présenté l'élévation réalisée par la Folie. On voit, quand on superpose l'état relevé par Famin et ensuite l'état réalisé par la Folie, ou même notre état actuel, oui, on arrive à comprendre de nombreuses choses, que ce soit l'évolution de la forme et des motifs des lucarnes, l'évolution également. Vous voyez, je vous parlais de ces fameuses portes qui permettaient d'accéder dans les espaces intérieurs. Aujourd'hui, c'est devenu une fenêtre uniquement, donc son allège a été complètement comblé. Ce pavillon-là, à l'extrémité de cette aile, qui était dénudé, nu, sans aucun décor, qui a été complètement enrichi par la Folie. Et cette façade que l'on a vue à plusieurs reprises sur plusieurs éléments iconographiques montrés à l'instant, de profil, avec son chemin de ronde et ses niveaux successifs qui ont ensuite été intégrés dans le bâtiment. Ce fameux donjon, les barreaux aux toutes petites meurtrières nous rappellent sa fonction de prison. Ces toutes petites meurtrières nous rappellent également que donc les fenêtres que l'on voit actuellement ont été réalisées et créées au 19e. Et donc la façade également surgave de l'aile dite du Midi. Avec, là, on peut tout de suite repérer qu'en 1824, on a 5 lucarnes qui présentent 3 styles différents. Un totalement gothique, l'autre
complètement renaissant, et il y en a une 7e qui se cache ici, dans la pliure. Et là, quelque chose plutôt 17e. La Folie, ensuite, va présenter un travail de reconstitution de cette façade, et je vous montrerai une planche qui relève d'une autre entité que la nôtre. Et puis cette façade, cette vue sur le nord. Bon là, c'est pour un peu les rappels, pour vous montrer comment cet ouvrage regorge de trésors. Et donc là, nous avons le plan du projet de Famin. Tout à l'heure, nous avons vu cette colonnade avec la démolition du donjon, de l'aile de la chancellerie. C'est toujours intéressant de le voir également un petit peu, toujours prendre cette hauteur. Je signale à un auditeur de la salle l'emplacement d'une glacière éventuelle, mais peut-être que ce n'est pas une glacière, parce que, je dis ça, Paul expliquait, et sur la première de couverture, on voyait que Famin précise dans son titre que ce sont des planches, des relevés accompagnés d'un projet. Ce projet était véritablement très, très détaillé. Donc, il y avait de nombreux chapitres où figurait l'état précis actuel du château, puis le descriptif des travaux qu'il voulait mener avec l'estimatif financier. Nous, aujourd'hui, donc cet état est conservé aux Archives nationales, mais on a eu la chance, en tout cas nous avons pu travailler dessus de manière très simple et pratique, car il a été retranscrit, tapuscrit si vous voulez, et édité par la Société des Amis du Château. Donc je crois que ça a été édité dans les années 76 puis 92, je ne sais plus, enfin vous nous le direz, mais c'est vraiment oui, c'est un support extrêmement intéressant, important, pour lire, relire, le monument. Les espaces intérieurs, donc là, on avait une vue en masse, puis maintenant, cette colonnade que l'on voit vraiment bien avec les piliers, et puis ce code couleur. Donc on est toujours sur de l'aquarelle, ces aplats noirs et rouges. Le noir, c'est ce qui est conservé, le rouge, c'est ce que l'on crée, que l'on ajoute. Voilà, des petits codes couleurs, une vision qui n'est pas, enfin, un peu artistique, mais pas trop. Et une variante dans son projet. Paul expliquait qu'il avait donc présenté son premier projet avec la démolition du donjon, projet refusé. Donc il propose une petite variante avec la conservation du donjon, mais on sent bien que le cœur n'y est pas véritablement, parce qu'il nous présente après. Donc la photo est de travers, là je suis confuse, j'ai pas réussi à le faire, mais vous voyez, bon, si vous voulez, on conserve la tour, mais vraiment ce sera pas terrible. Et bon voilà, il l'illustre bien. On sent un petit peu la mauvaise foi, et il était orienté sur son projet et il voulait véritablement le faire valider. Cette fameuse colonnade, qui n'est donc pas devenue une colonnade, mais un portique, réalisé 40 ans plus tard par Ancelet. On voit cette photo qui nous montre vraiment le chantier en cours de construction. Il faut vraiment imaginer que ce chantier était une sorte de... Enfin, c'était... tout le monde était animé et venait voir ce qu'il se passait. Aujourd'hui, en ville, vous avez les Galeries Lafayette qui sont en cours de chantier. À n'importe quelle heure du jour où vous passez, il y a toujours du monde qui est en train de regarder et s'extasier sur les techniques, la démolition. Donc il faut imaginer véritablement que voilà, en 1860, 1857-60, c'était exactement la même chose. Ce qui est très... voilà, moi, cette photo-là me plaît énormément. Je trouve qu'on pénètre totalement dans une réalité de chantier. On voit véritablement l'organisation, les engins de levage, le stockage des éléments en pierre devant. Ce mur-là de l'aile qui est en cours de construction, on voit également une vue, un écorché de la tour Montoser qu'on n'a jamais pu voir véritablement, avec un massif ici, une fosse dont la destination reste encore à véritablement comprendre. Et le détail qui est très important, il me semble, le chantier de restauration des sculptures de la cour d'honneur s'est étalé sur plusieurs années, entre 1852 et 1857. Il vient juste d'être fini. Et on peut
Voilà, on peut dire oui, les architectes 19e se sont permis, beaucoup, de créations. Mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'ils ont surtout eu un souci de conservation. Déjà lorsque l'on lit leurs projets, ils nous expliquent et ils répètent à plusieurs reprises: «Il faut réussir à faire des travaux de réparation pour préserver, conserver le plus durablement possible le monument et tous les éléments qui, sont véritablement admirables d'un point de vue historique ou technique». Et quand on lit les registres de travaux, on se rend compte qu'ils demandent, pour pouvoir restaurer les lucarnes, leur déconstruction. C'est un terme qui était employé tout à l'heure par Paul, donc à savoir de déposer très soigneusement, élément par élément, pour pouvoir ensuite les récupérer si leur état le permet. Et si là, bon, j'aurais aimé peut-être vous faire un zoom, mais je ne pense pas que ce soit possible. Vous prendrez le temps d'aller voir dans l'exposition. Quand on regarde ces lucarnes-là, on voit de loin un peu il y a différentes couleurs. Vous voyez, il y a des éléments très foncés et des éléments beaucoup plus clairs. Les éléments clairs, ce sont les pierres neuves, et les éléments foncés, ce sont donc les pierres qui ont été conservées. Et voilà, on a vraiment là une sorte de preuve tangible d'une manière de procéder. Non, ils ne se sont pas amusés à refaire intégralement, ils ont conservé les éléments qui pouvaient l'être. Et probablement par économie, mais je pense surtout par souhait de préserver, des éléments, constitutifs, du passé. Une toute petite, voilà, prise de hauteur également, exactement de manière contemporaine, la rue de Rivoli est en cours de construction à Paris et là donc ça, c'est une photo qui a été prise au musée des arts et métiers. Heu L'électricité vient juste d'arriver, c'est complètement incroyable. Donc pour moi, c'est très important également de mettre en regard notre période 1820-1920 avec toutes les révolutions techniques, qui ont eu lieu durant cette période et voilà, comment de voir qu'un chantier peut, être réalisé, de nuit grâce à l'éclairage. Toujours aux arts et métiers, on voit également donc, la rue Rivoli en construction et je trouvais important de vous la montrer parce que ce soit à Pau ou à Paris, les techniques, sont les mêmes. Les échafaudages en bois, les engins de levage, la numérotation des pierres. Quand vous regarderez dans l'exposition, le relevé du péristyle c'est un dessin d'exécution par Ancelet, chaque pierre porte un numéro. Vous voyez que ces pierres sont reportées ici, enfin ces numéros sont reportés ici sur chacune des pierres parce que les artisans, bah, voilà, suivent exactement les consignes qui sont indiquées dans les dessins d'exécution. Les engins de levage que l'on voit également, cette, technologie, antique, ancestrale, qui a servi à réaliser des chantiers mécanisés et à porter de très, très lourdes charges. Et vous voyez, on revient donc à cette photo. C'est une vue stéroscopique réalisée par Andrieux et nous avons tous les éléments que nous venons de voir. Les engins de levage, les échafaudages, ce sont les charpentiers qui construisent les échafaudages parce qu'ils sont en bois et les charpentiers construisent également, les abris sous lesquels les tailleurs de pierre peuvent travailler sous n'importe quelle condition climatique, toujours à l'abri et du soleil et de la pluie. Pareil sur ce dessin d'exécution qui est, exposé, dans Slay, il est mentionné, les plates-bandes appareillées seront taillées sur place. Donc et voilà et clairement sur place, sous cet abri que vous voyez en bas, à gauche de l'écran. Tous ces travaux sont suivis de très, très près. Il y a un suivi financier vraiment, rigoureux. Donc là, vous voyez, en noir figurent les prix, prévus et les annotations en rouge. Ancelet vient, calcule les prix, corrige les métraits, il nous livre enfin, on sait à la pointe près combien de clous ont été, utilisés. Enfin, on est sur un degré de précision, heu, qui peut parfois encore avoir cours, mais pas souvent. Et j'avais à cœur de vous montrer un extrait de ces registres annotés en rouge parce que lorsque l'on travaille encore aujourd'hui, donc là vous avez, un suivi, du nombre d'heures, passées à travailler sur un des, chantiers que nous avons mené avec le cabinet Léonte sur le, bâtiment de la Monnaie. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est la même encre et puis c'est l'architecte qui va regarder, qui met bien en relation entre les travaux réalisés, les travaux prévus, réalisés
réalisé, ce qui doit être payé, pas payé. Donc, voilà, tout se perdure, les techniques comme la manière de faire. Toujours dans cette vie de chantier de ce péristyle, vous avez là, le détail des réparations faites aux outils qui ont servi à la démolition du bâtiment de la façade est. Vous voyez, le chantier est pensé, donc on demande à un ferronnier d'être sur place et d'intervenir pour entretenir les outils pour que le chantier puisse, bien se dérouler, chacun bien équipé. Là, il n'y a qu'une seule page, mais il y en avait une dizaine et c'est, voilà, très, très complet. Tout ça pour vous donner vraiment cette information du détail que nous avons. Là, je savais que ça n'allait pas bien donner et j'en suis désolée, mais il me semblait important, donc je vous le lis de très près. Mémoire des médicaments fournis à messieurs les ouvriers du palais impérial de Pau. Et donc, le 26 février 1859, il y a eu 8 sangsues, petites et moyennes. On a, je crois, 1 kilo de farine de lin, du sulfate de plomb. Donc voilà, on prend également soin de la santé des artisans. Enfin, on en prend soin. Il ne faut pas oublier qu'ils ont des journées de 12 heures, qu'ils travaillent sur n'importe quelle condition. Mais voilà, en tout cas, on envisage et on intègre dans l'économie du chantier, non seulement l'entretien de leurs outils, mais aussi de leur santé. Et après, pour finir, c'est toujours mignon, un bordereau de révision de prix. Et voilà, et soit par omission, donc on a une petite colonne, travaux oubliés d'être programmés, ou bien parce que révisés. Donc ça aussi, à chaque fois, on dit: «Ah là là, ça dure trop longtemps. Ah là là, ça coûte beaucoup plus cher». Oui, ça coûte toujours beaucoup plus cher que ce que l'on avait imaginé. Les surprises sont souvent, voilà, agrémentent le chantier tout du long. Cette planche que vous voyez, actuellement est également de la main de La Folie et si vos yeux sont bons, moi les miens ne le sauraient pas et je ne sais même pas si vous le voyez, on voit sa signature en bas, au milieu de la planche et il s'agit de son étude qu'il a réalisée, pour mener les travaux sur la façade sud donnant sur le Gave, et pour pouvoir travailler ces lucarnes et ces fameux motifs, il a, fait un relevé des lucarnes anciennes, sur cours, celles que je vous montrais tout à l'heure et il a également fait un relevé précis de celles qui avaient été réalisées, par Couvre-Chef, Tétaz dans, la cour d'honneur et on voit, en fait, ce travail-là lui permet d'avoir une matière pour mener sa réflexion, pour créer le motif des lucarnes qu'il va installer sur la façade sud et sur cette façade sud, actuellement, vous regarderez, de loin, on a l'impression qu'elles ont véritablement un profil gothique et plus on s'en approche et on se rend compte que, les ornements sculptés, sont extrêmement riches et détaillés et prennent une sorte de délicatesse de la Renaissance qui prend, son dessus. Mais voilà, c'est important pour moi de vous montrer non seulement cet élément se situe à la médiathèque du patrimoine à Charenton-le-Pont, donc où ils ont un fonds, très important. Voilà, on pénètre dans, les étapes successives menées par les différents architectes. Comme je vous le disais un peu en introduction, le château, ce n'est pas que le château. Le château, c'est également tous les bâtiments qui sont situés sur son site et en même temps que tous ces chantiers sont menés sur le péristyle, sur la façade sud, les autres bâtiments sont également entretenus et restaurés. Là, vous avez un dessin de la passerelle qui permet d'accéder au bâtiment dit de la Monnaie, en contrebas du château. Donc, et là, voilà, vous voyez, ça fait également l'objet, au même titre que les élévations de façade et les modifications, d'une soumission au maréchal de France pour validation. Voilà, on ne relève plus des mêmes administrations, mais on reste toujours sur ce même système. Si on veut transformer ou modifier le château, on en réalise des projets très détaillés que l'on soumet en commission, qui sont ensuite validés ou pas, ou modifiés. Ce dessin technique, est également d'une, grande qualité d'exécution. Les différents aplats, aquarellés qui nous montrent les différents matériaux utilisés. Voilà, on comprend tout, juste en le lisant et là, c'est ce même projet, mais ce sont des archives conservées aux archives départementales de la ville de Pau. Enfin, situé à la ville de Pau plutôt. Et là, on a une réalisation grandeur nature d'un élément, de jambage de ce pont, cette passerelle que je viens de vous montrer.
Donc pareil, les aplats de couleurs, les aquarelles, les enchâssements, donc voilà, l'architecture de fer, les renforcements en fer, sont en train d'arriver et je trouve que c'est un dessin dont l'exécution, est aussi admirable que les relevés, de façade, dans leurs détails. La passerelle qui permet la jonction entre la basse plante et le parc, voilà, son détail, ce dessin d'exécution est tout aussi, impressionnant, et ça va également sur les barrières qui permettent, de clôturer les parcelles des jardins, du château. Donc vous voyez, l'approche du monument, se fait, dans tous les détails et sur tous les sujets. Là, c'est un devis, de Vincent Latapie que vous voyez portraituré dans l'exposition, donc qui date de, fin décembre 1848 et qui concerne les travaux d'entretien dans le parc. C'est toujours là pour vous, signaler cet intérêt, global. Un grand bond dans le temps et on arrive dans les années 50, toujours avec, l'évolution des techniques. La photographie, aérienne a commencé véritablement entre 1880 et 87, mais voilà, a été pas mal utilisée après la Première Guerre mondiale mais surtout, après la Seconde Guerre mondiale et elle permet une découverte de la physionomie, des monuments et des villes dans lesquelles il s'insère. Là, donc ça vous permet, on peut toujours reconnaître un peu les éléments qui ont changé, mais il me semblait important de vous montrer cette fameuse tour, la tour de la Monnaie, que vous avez probablement connue sans sa toiture, qui a été créée ensuite, dans les années 80, et malgré le fait que la charte de Venise, qui date de 1964, ait, ordonné que, les monuments doivent être préservés selon le dernier état connu, on se dit: «Ah bon? Mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce que, ce chantier a eu lieu, en 1980?» Bah, parce que, cette toiture a été déposée à la fin du 19e siècle parce qu'il n'avait pas assez, de finances pour pouvoir l'entretenir ou la préparer. Donc ça coûtait moins cher de la déposer et de se dire: «Allez, on ira plus tard, refaire cette toiture», qui a été, remarquablement réalisée par, Gérard Coz et tout un ensemble d'artisans, compagnons. Juste avant la restitution de cette tour, de cette toiture de la Monnaie, et comment dire? Le milieu du 20e a été, surtout, une période de mise au jour d'éléments, anciens du château et là, vous avez la fameuse porte de la Fontaine, celle qui donne, sur le Hédas. Lorsque le pont dit, Corisande a été, jeté au-dessus du Hédas, au tout début du XVIe siècle, ils ont condamné la porte, ils ont fait le choix de condamner la porte de la Fontaine et donc Gérard Coz, toujours ABF, lui, avait vraiment à cœur de remettre au jour, les dispositions médiévales du château et c'est un chantier qui, lui, a pu avoir lieu. Tout à l'heure, Paul vous parlait de sueur et de sang. Bah, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, mais là, on a vraiment 2 ouvriers qui sont en train de travailler ou de prendre une pause. Mais oui, c'est un dur labeur. Toujours, sur la mise au jour, le puits qui est actuellement dans la cour du château, qui fait partie, on le voit sur les relevés de Famin et il disparaît. Le 19e décide d'avoir une cour, dénuée, peut-être d'obstacles ou autre, enfin, en tout cas pour plusieurs raisons, qui est également mise au jour et reconstituée, en 1974. Et je reviens un tout petit peu sur cet fameux échafaudage et je retrouve une sorte de boucle avec, les grandes campagnes de travaux que Paul, annonçait, au tout début de son intervention. À la fin de l'année, 2026 devrait démarrer, une campagne de reprise structurelle, des planchers, dans le château. Reprise structurelle qui avait eu lieu en 1975 mais, qui, comment dire? Nous allons pouvoir affiner la connaissance de cette reprise que l'on voit là en photo. Je trouve, photo que je trouve très, très impressionnante. Heu, Au niveau de la sécurité, voilà, on ne verra plus ce genre de choses et nous en sommes tous très, très rassurés. Voilà, les différents éléments qui peuvent, comment trouver une voilà, et les ouvriers
faisaient contrepoids eux-mêmes sur les poutres pour pouvoir les faire pénétrer dans les intérieurs. Donc, bon. Et alors je vous cache pas, hein, on a plusieurs documents qui nous disent qu'il y a eu un accident ou 2 accidents, mais là, sur cette période-là, je n'ai aucune trace, d'incident, humain. Voilà, je reviens, c'est une photo qui a été prise le mois dernier. Les grandes campagnes d'entretien que nous menons, on a toujours les mêmes outils. Ça a juste évolué au niveau, technique, mais on accède, en différents endroits avec, les grues, et on continue et on perdure, faire en sorte que ce château, puisse, être transmis, à de très nombreuses générations en y travaillant au quotidien et au long cours. Voilà pour moi. À votre disposition.